Quatrième cas clinique. Vous êtes de garde aux urgences un matin et vous accueillez un patient de 68 ans pour des douleurs thoraciques. Il est diabétique de type 2 sous insuline, insuffisant rénal chronique dialysé 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Là, vous êtes le mardi. Depuis à peu près 4 ans, il est hypertendu sous une trithérapie avec du valsartan, c'est un ARA2, du Sectral, c'est un bêta-bloquant, et de l'amlodipine, c'est un inhibiteur calcique. Il n'a pas d'autres antécédents et il est par ailleurs traité par Cardégique le matin et Stinox au coucher. Alors, il a été réveillé vers 4 heures du matin par une douleur épigastrique puis thoracique, oppressante, sans irradiation, sans facteur déclenchant évident. La douleur a duré plusieurs heures, ce qui l'a poussé à consulter. Et puis, finalement, elle a cédé en salle d'attente des urgences, ce qui fait que maintenant, au moment où vous le voyez, il n'a plus de douleur. Cliniquement, vous retrouvez une pression artérielle à 15,7, une fréquence cardiaque à 67, une fréquence respiratoire normale, une saturation satisfaisante. L'auscultation cardio-pulmonaire est normale, il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque. Bref, tout l'examen clinique est normal, à l'exception de troubles de la sensibilité en chaussettes aux deux membres inférieurs. Alors, première question, quelles sont les étiologies des douleurs thoraciques ? Donc c'est un petit peu une question catalogue, mais qu'il faut que vous connaissiez très bien. La première chose, c'est que vous ne devez pas oublier les causes graves, donc les urgences diagnostiques et thérapeutiques que sont l'infarctus, l'embolie pulmonaire, la dissection aortique et les péricardites. Ensuite, on peut vous donner tout le catalogue des douleurs thoraciques. Globalement, il y a des douleurs cardiaques, donc qu'il s'agisse d'infarctus du myocarde, de syndrome coronarien avec ou sans sus-décalage de ST, d'angine d'angor d'effort stable, de péricardite, de myocardite, de Takotsubo, enfin bref, tout type de cause cardiaque. Il y a des causes vasculaires, la dissection aortique, une fissuration ou une rupture d'un anévrisme aortique. Il y a des causes pulmonaires, une embolie pulmonaire, un pneumothorax, une pleurésie, une pneumopathie. Il y a des causes digestives qui peuvent situer donc des atteintes à proximité du thorax, donc des causes œsophagiennes avec une œsophagite, un spasme œsophagien, une rupture de l'œsophage, des causes gastriques avec une gastrite, un ulcère gastro-duodénal, des causes pancréatites avec une pancréatite aiguë, des causes hépatiques avec des hépatites aiguës, des causes biliaires avec des atteintes de la vésicule biliaire comme des cholécystites. Et puis, on peut avoir des causes pariétales, donc que ce soit des atteintes cutanées type zona, des atteintes ostéo-articulaires type syndrome de Tietz, douleur costale ou chondrocostale. Alors, deuxième question, devant ce type de douleur, quel est votre bilan paraclinique ? Donc c'est un bilan qui devrait être fait en urgence, vu qu'une douleur thoracique peut être un infarctus aigu ou une des autres étiologies évoquées précédemment, qui peuvent être des urgences diagnostiques et thérapeutiques. Sur le plan biologique, on va proposer un bilan standard avec une numération formule sanguine, des plaquettes, un bilan d'hémostase, un groupe sanguin, Rhésus RAI du fait du risque hémorragique en cas de geste, une fonction rénale, un ionogramme, important si on a besoin de faire une coronarographie car ça permettra d'évaluer le risque lié à l'injection d'iode. On fera un bilan des marqueurs de nécrose myocardique, donc la troponine, les autres enzymes cardiaques type CPK ou myoglobine, avec un cycle enzymatique pour rechercher les stigmates d'une nécrose myocardique. Enfin, on peut faire un bilan inflammatoire avec CRP, PCT, un bilan hépatique, une lipase pour éliminer les causes pancréatiques, des D-dimères pour rechercher une éventuelle embolie pulmonaire, un taux de BNP si on suspecte une insuffisance cardiaque, une glycémie, un bilan lipidique pour rechercher un diabète ou une dyslipidémie qui sont des facteurs de risque cardiovasculaire qui augmentent le risque de syndrome coronarien aigu. Sur le plan de l'imagerie, on proposera une radiographie thoracique pour rechercher des diagnostics différentiels des pathologies pulmonaires. On fera une échographie cardiaque transthoracique pour évaluer les troubles de la cinétique segmentaire, rechercher des complications mécaniques ou faire un diagnostic différentiel. Et puis, n'oubliez pas que même si un ECG a été fait, il faut faire absolument un ECG 18 dérivations dans le cadre de douleurs thoraciques pour rechercher une ischémie postérieure. Troisième question, l'électrocardiogramme ne montre aucun trouble de la repolarisation. Par contre, votre bilan retrouve une créatininémie à 657 micromoles par litre, une natrémie à 138, une kaliémie normale à 4,2, un chlore normal, l'hémoglobine est un peu basse à 10,7, vous avez des blancs et des plaquettes normaux. La troponine revient positive à 0,85 nanogrammes par millilitre pour une norme inférieure à 0,05. Alors, cinquième question.
Est-ce qu'il existe des élévations de la troponine d'origine non coronarienne? Et lesquelles? Qu'est-ce que vous pensez chez ce patient dans son contexte d'insuffisance rénale, en l'absence de douleur thoracique? Est-ce que vous auriez conclu à la même chose? Donc tout d'abord, oui, il existe des élévations de la troponine qui ne sont pas d'origine coronarienne. C'est ce qu'on peut voir dans une élévation de la troponine, on peut en avoir dans les syndromes coronariens aigus, on peut avoir dans les angores de Prinzmetal, mais on peut l'avoir dans des causes non coronariennes. Par exemple, si on a une oxygénation myocardique insuffisante avec un mismatch, c'est ce qu'on a dans un angor fonctionnel, c'est-à-dire dans des cas d'hypotension sévère, de choc, de sepsis, de choc septique, d'hypovolémie. On peut retrouver en cas d'hypoxie, en cas de tachycardie supraventriculaire ou ventriculaire rapide, en cas d'anémie. On peut aussi avoir une élévation de la troponine dans des contextes de lésions myocardiques, mais qui ne sont pas d'origine coronarienne. Donc par exemple, en cas de contusion cardiaque suite à un massage cardiaque, un traumatisme, un accident de la voie publique, en cas de cardioversion électrique, d'ablation par radiofréquence, d'angioplastie, de chirurgie cardiaque, en cas de myocardite, dans le cadre de chimiothérapie cardiotoxique, dans le cadre de pathologies infiltratives comme une amylose qui peuvent abîmer les cellules cardiaques. Bref, dans différents types de lésions myocardiques. On peut aussi retrouver des troponines élevées dans toutes les causes provoquant une surtension du myocarde, une dilatation du cœur, ce qui va faire souffrir le myocarde, donc faire libérer de la troponine. Par exemple, dans toutes les décompensations cardiaques, dans les embolies pulmonaires, les hypertensions artérielles pulmonaires. Enfin, la troponine, c'est une protéine à élimination rénale. Et du coup, lorsque le patient est insuffisant rénal, la troponine s'accumule et se retrouve en quantité trop importante. Donc un patient insuffisant rénal pourra avoir une fausse élévation de la troponine. Dernière chose, des patients qui ont des pathologies cérébrales, des accidents vasculaires cérébraux ou des hémorragies intracrâniennes peuvent avoir une élévation de la troponine alors qu'il n'y a aucun trouble cardiaque ou coronarien. Bref, chez ce patient, on penche plutôt vers un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST, plutôt que vers une fausse élévation de la troponine, puisque d'une part, le patient présente de nombreux facteurs de risque, et d'autre part, le patient présente une douleur thoracique qui est très évocatrice d'un contexte coronarien. Par contre, si le patient ne présentait pas ce contexte de douleur thoracique, la conclusion n'aurait pas été la même. La découverte fortuite d'une élévation de troponine chez un insuffisant rénal asymptomatique sur le plan cardiaque correspond dans la majorité des cas à une fausse élévation de la troponine et non à un problème coronarien. Donc, c'est vraiment l'examen de votre patient et la clinique qui sera déterminant pour interpréter des cas comme ceci. Quatrième question, quelle est votre prise en charge thérapeutique? Alors, comme on suspecte un syndrome coronarien aigu, c'est un patient qui doit être hospitalisé en urgence en soins intensifs de cardiologie. En termes de mise en condition, il faut le laisser au repos, le scoper, il faut arrêter d'éventuels antidiabétiques oraux, le mettre sous insuline pour équilibrer sa glycémie. Ensuite, la première chose à faire, c'est un traitement médical immédiat où, en l'absence de contre-indication, vous allez mettre une double anti-agrégation plaquettaire avec une dose de charge d'aspirine et une dose de charge de Plavix. Vous allez introduire une anticoagulation efficace par héparine non fractionnée parce que le patient est insuffisant rénal. Vous allez mettre en place des anti-angineux, donc des bêta-bloquants. Les statines peuvent être mises en place immédiatement. Et en général, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou ARA2 seront à poursuivre, tout comme le traitement antihypertenseur de base du patient. Si la douleur réapparaît, on peut mettre des médicaments antalgiques. Et bien sûr, il faut expliquer aux patients d'appeler l'équipe paramédicale ou médicale en cas de récidive de la douleur thoracique. Le deuxième volet du traitement, c'est une revascularisation. C'est une coronarographie précoce qui, dans le cadre de syndrome coronarien sans sus-décalage du ST, doit être réalisée dans les 72 heures pour une éventuelle revascularisation. Donc soit au cours de la coronarographie, où ça consiste en une angioplastie avec plus ou moins pose de stent, soit dans certaines indications un pontage chirurgical, ou alors, si les lésions retrouvées à la coronagraphie ne nécessitent pas de geste, un traitement médical seul. Alors, n'oubliez pas la prévention de l'ulcère de stress avec des inhibiteurs de la pompe à protons. Et puis, bien sûr, c'est un patient qui devra être surveillé sur le plan clinique et paraclinique pour évaluer à la fois la tolérance et l'efficacité du traitement. Est-il toujours nécessaire de faire la coronographie dans les 72 heures si l'ECG n'est pas modifié
la tropo-AH6 négative et que la douleur ne récidive pas sous traitement? Alors, oui, parce que dans le cadre d'un syndrome coronarien sans sus-décalage de segment ST, il faut classer le patient dans un groupe de risque. Et si le patient est dans un groupe à haut risque, il faut systématiquement faire la coronarographie. Alors, ce qui fait classer un patient comme un groupe à haut risque, c'est un patient qui soit a une élévation de la troponine, soit a des modifications électriques, soit a de gros facteurs de risque. Donc un patient qui est coronarien ou diabétique ou insuffisant rénal. Bref, on peut éviter la coronarographie uniquement dans le cadre où on a un ECG normal, une troponine et un cycle négatif, et un patient qui n'est ni diabétique, ni insuffisant rénal, ni coronarien, ce qui n'est pas le cas ici. Comme c'est un patient insuffisant rénal, diabétique, avec une douleur évocatrice, il faudra de toute façon faire la coronarographie. Et peut-on thromboliser un SCA-ST-? Non, le rapport bénéfice-risque est désavantageux, il y a un gros risque hémorragique et très peu de bénéfices en termes de revascularisation. La thrombolyse est uniquement indiquée dans les syndromes coronariens avec sus-décalage du segment ST. Cinquième question, le patient est transféré en cardiologie et traité médicalement. 6 heures après, malgré le traitement médical, la douleur récidive et vous réalisez le CG suivant. On vous demande de l'interpréter. Donc cet ECG, vous voyez un rythme régulier, sinusal, une fréquence cardiaque à environ 50 par minute, un axe qui est gauche, des ondes P qui sont normales, un espace PR qui est allongé, donc un bloc atrioventriculaire de type 1, des QRS qui sont de largeur intermédiaire, entre 8 et 12 centièmes de seconde, une amplitude normale, il n'y a pas d'onde Q. Le segment ST n'est pas décalé. Puis, vous voyez des ondes T qui sont négatives en V1, en D1 et VL, et en V3 à V6, qui sont pointues, qui sont asymétriques. Donc des ondes T de type ischémie, qui sont marqueurs d'une ischémie épicardique, apicoseptale et latérale haute et basse. Le segment QT est normal. Donc, en conclusion, vous voyez plusieurs choses. D'une part, un bloc atrioventriculaire de type 1. D'autre part, un hémibloc antérieur gauche. Et d'autre part, ce qui est le plus intéressant dans ce cas, ce sont des troubles de la repolarisation, avec un aspect d'ischémie sous-épicardique, septo-apicale et latérale. En conclusion, c'est un aspect de modification électrique compatible avec un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage EST, mais à haut risque. Comment voit-on l'hémibloc antérieur gauche? Alors, il y a 4 critères principaux. Première chose, il faut une largeur de QRS intermédiaire, entre 8 et 12 centièmes de seconde. Deuxième chose, il faut un axe gauche. Et puis, les choses suivantes, ce sont des critères morphologiques. Si on a un aspect avec une petite onde R et une grande onde S en D3 et VF, si on a un aspect avec une petite onde Q, une grande onde R en D1 et VL, ce sont des arguments pour l'hémibloc antérieur gauche. Sixième question, la douleur persiste sous dérivés nitrés et antalgiques. Réaliserez-vous une coronarographie en urgence? Et donc oui, dans ce cas, une coronarographie en urgence est nécessaire puisque la douleur thoracique persiste sous traitement médical. Alors je vous rappelle, dans les syndromes coronariens aigus avec sus-décalage de ST, on fait une coro en urgence. Dans les syndromes coronariens aigus sans sus-décalage du segment ST, on a quelques indications de coronarographie en urgence qui sont une persistance de la douleur angineuse malgré un traitement médical optimal, une instabilité hémodynamique, une insuffisance cardiaque aiguë ou des troubles du rythme. Alors, septième question, quels sont les risques de la coronarographie? Donc, les risques de la coronarographie sont multiples. On a des risques qui sont liés au passage par la voie artérielle, donc des risques d'hématome au point de ponction, des risques d'hémorragie, des risques de perforation de l'artère fémorale si on passe par voie fémorale. On a des risques d'infection au point de ponction, des risques de dissection artérielle, de spasme artériel, de perforation artérielle. On peut léser les plaques d'athérome, provoquer des embolies des cristaux de cholestérol, des thromboses vasculaires, des embolies périphériques. On a des risques qui sont liés à l'iode, donc une allergie liée à l'iode, une insuffisance rénale aiguë organique par nécrose tubulaire aiguë, une dysthyroïdie. On a des troubles cardiaques et coronaires, on peut provoquer des spasmes coronariens, des dissections coronaires, des thromboses. On peut faire des perforations vasculaires au niveau coronaire, ce qui peut provoquer des épanchements péricardiques ou des tamponnades. Et puis, on a de rares cas de décès au cours des coronarographies. Donc, retenez qu'il ne s'agit pas d'un examen anodin. Donc, pesez bien le rapport bénéfice-risque de cet examen avant de le proposer. Alors, huitième question.
La coronarographie retrouve une sténose à 65% au niveau du tronc commun et une lésion distale serrée à plus de 80% au niveau de l'artère interventriculaire antérieure, ainsi qu'une sténose proximale à plus de 70% de la coronaire droite. On décide de ne pas faire d'angioplastie mais de prévoir un pontage aorto-coronarien dès que possible. Quelle est votre conduite à tenir préopératoire ? Alors, premièrement, à la question est-ce que le patient est tritronculaire ou lésé du tronc commun, puisque l'indication des pontages correspond habituellement à une lésion tritronculaire ou à une lésion du tronc commun. Je vous rappelle qu'une sténose du tronc commun est dite significative si elle dépasse 50% de sténose, tandis qu'il faut un degré de sténose de 70% pour parler de lésion significative dans les artères périphériques, donc sur une artère interventriculaire antérieure, circonflexe ou sur la coronaire droite. Donc chez ce patient, il a une sténose à plus de 50% du tronc commun, du coup théoriquement il a une indication au pontage et donc il rentre dans le cadre des patients à sténose du tronc commun ou tritronculaire qui nécessitent un pontage. Bref, quelle est la conduite à tenir en préopératoire ? Il faut informer le patient à l'oral et à l'écrit et recueillir son consentement éclairé. Ensuite, il faut préparer la chirurgie. Il faut prévoir une consultation d'anesthésie. Il faut prévoir un bilan pré-thoracotomie avec des épreuves fonctionnelles respiratoires, éventuellement des gaz du sang, afin d'évaluer son état respiratoire, voir si la thoracotomie est possible. Il faut faire un échodoppler des troncs supra-aortiques pour rechercher de l'athérome carotidien. Il faut prévoir un bilan biologique avec une numération formule sanguine, un bilan pré-transfusionnel avec groupe sanguin, résus, recherche d'agglutinine irrégulière, un bilan d'hémostase, et puis tout ce qui est ionogramme, fonction rénale. On peut proposer des sérologies préopératoires, type sérologie VIH avec accord du patient, hépatite B, hépatite C, en cas d'accident d'exposition au sang. On peut éradiquer les foyers infectieux éventuels du patient afin de limiter le risque septique opératoire. Et puis, il faut préparer le patient. Donc, on discutera l'arrêt du clopidogrel, l'arrêt de certains antiagrégants pour laisser le patient sous simple antiagrégation, ce qui peut limiter le risque hémorragique du geste opératoire. On prévoira d'arrêter les anticoagulants avant la chirurgie. On laissera le patient à jeun avant la chirurgie. On préparera sur le plan cutané. Enfin, 9e question. La chirurgie est un succès. Quelle sera votre prise en charge au long cours sur le plan cardiologique ? Donc, sur le plan cardiologique, chez un patient qui a été ponté, on a un traitement médicamenteux à instaurer. Il faudra premièrement avoir un traitement d'écrise. En cas de récidive de douleur thoracique, le patient devra prendre des dérivés nitrés en spray sublingual, donc par exemple du Natispray. Ensuite, il faut des traitements au long cours de patients coronariens pontés, des antiagrégants plaquettaires comme de l'aspirine à la dose de 75 mg par jour, des médicaments anti-angineux, donc des bêta-bloquants, qui doivent être instaurés à des doses progressives jusqu'à dose maximale tolérée. Ensuite, des médicaments anti-remodelage, donc des IEC, par exemple du ramipril, c'est du Triatec, du perindopril, c'est du Coversil, ou des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, qui, de la même façon que les bêta-bloquants, doivent être instaurés progressivement jusqu'à dose maximale tolérée. Ensuite, il faut des médicaments hypolipémiants, donc des statines, par exemple de la torvastatine, c'est du Tahor, ou de la rosuvastatine, avec un objectif de LDL cholestérol qui est inférieur à 1, voire à 0,7 g par litre. En termes de mesures associées, il est nécessaire de lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, expliquer aux patients les règles hygiéno-diététiques à suivre pour éviter dyslipidémie, hypertension artérielle, diabète, obésité. Donc, un régime équilibré, une activité physique adaptée régulière. Il faut équilibrer la tension artérielle, donc poursuivre les inhibiteurs calciques, et puis augmenter ou adapter les posologies pour obtenir une pression artérielle normalisée. Si le patient est fumeur, il doit arrêter de fumer, au besoin avec des aides au sevrage. Il faut adapter le traitement du diabète, donc s'il est déséquilibré, revoir les règles hygiéno-diététiques, voire instaurer une insulinothérapie. Il faut prendre en charge l'insuffisance rénale du patient, donc revoir les mesures de néphroprotection, traiter les complications, avec notamment chez ce patient une supplémentation en EPO, vu qu'il présente une anémie normocytaire arégénérative dans un contexte d'insuffisance rénale chronique. Et puis, il faut poursuivre la dialyse, éventuellement discuter une transplantation rénale dans le cadre de la prise en charge néphrologique du patient au long cours. Enfin, suite à un pontage aorto-coronarien, il faut discuter une rééducation cardiaque pour un reconditionnement à l'effort, aérobie,
qui peut améliorer les performances physiques du patient. Puis c'est un patient qui devra être surveillé sur le plan clinique et paraclinique, avec notamment électrocardiogramme, échographie cardiaque et test d'effort, de façon régulière. Enfin, n'oubliez pas toutes les mesures sociales. Donc, un patient coronarien nécessite une prise en charge dans le cadre des affections longue durée, avec une prise en charge à 100%. Si le patient n'avait jamais reçu d'IEC, aurait-il fallu réaliser une échographie des artères rénales à la recherche de sténose avant la mise en route de ce traitement ? Non, pas du tout. Il ne faut pas faire d'échodoppler des artères rénales de façon systématique pour rechercher une sténose de l'artère rénale avant la mise sous IEC. Par contre, il faut interroger le patient et l'examiner pour rechercher si on n'a pas des arguments pour cette sténose. Donc, si le patient présente une hypertension artérielle sévère de type secondaire, résistante au traitement ou dans un contexte d'hypokaliémie, il faut se poser la question de la sténose. Si l'examen clinique retrouve un souffle lombaire, si le patient a un antécédent d'insuffisance rénale aiguë lors d'une mise précédente sous IEC ou ARA2, si l'échographie rénale retrouve une différence de taille des reins, bref, si on a certains arguments qui orientent vers une sténose de l'artère rénale, dans ce cas, il faut la rechercher par échodoppler avant la mise sous IEC. Mais dans la grande majorité des cas, ce n'est pas nécessaire.